gouvernement guinéen fait état de plus de 240 interpellations lors des violences post-électorales qui ont suivi la réélection contestée du président Alpha Condé et qui ont fait au moins 27 morts selon l'opposition. Peut-être un nouvel espoir dans les négociations sur la construction du barrage du Nil. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont prévu ce mardi une réunion consacrée à l'infrastructure. En Angola, l'exécutif reste intraitable envers les manifestants. Une centaine de personnes ont été arrêtées ce week-end à la suite de violentes manifestations antigouvernementales dans la capitale Luanda. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En Angola, l'exécutif reste intraitable envers les manifestants. Une centaine de personnes ont été arrêtées ce week-end à la suite de violentes manifestations antigouvernementales dans la capitale Luanda. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche un haut responsable du gouvernement. La police anti-émeute a tiré du gaz lacrymogène et frappé les manifestants pour mettre fin à des manifestations auxquelles ont participé environ 2000 personnes. Les manifestants ont érigé des barricades le long des routes en utilisant des bennes, des rochers, des troncs d'arbres et des pneus en feu. D'autres ont incendié un drapeau national. Le secrétaire du ministère de l'Intérieur, Salvador Rodriguez, a déclaré à la télévision d'État que 103 personnes, dont des membres du principal parti d'opposition UNITA, avaient été arrêtés et que 6 policiers avaient été blessés. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, l'UNITA a accusé la police d'avoir recouru à une force excessive pour réprimer les manifestations et a exigé la libération inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées. Au Cameroun, les populations ont défilé dimanche pour exprimer leur colère au lendemain de l'attaque d'une école par un commando qui a tué au moins 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe. Le drame s'est produit à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, une région en guerre depuis près de 3 ans. Plusieurs dizaines de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés dimanche dans la ville meurtrie pour dire non aux tueries et aux assassinats, chantant et marchant contre la violence. Ce crime a provoqué une vive émotion dans tout le pays et au-delà. Samedi matin, une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement avait affirmé dans un premier bilan que 6 enfants avaient été assassinés samedi par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Le porte-parole de l'armée a confirmé dimanche la mort d'un 7e enfant. Un bilan fourni par l'Organisation des Nations Unies faisait quant à lui état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Le gouvernement a évoqué un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenable, tandis que Maurice Kamto, leader de l'opposition, a qualifié ce crime d'horreur absolue. Je voudrais exprimer le sentiment que j'ai eu en voyant les corps de ces enfants innocents. En tant que père, je ne peux pas être indifférent en voyant leurs corps sans vie à la morgue. Même à l'école, c'est une situation très triste. Nous restons unis, divisés. En tant que foule, nous tombons. Nous restons unis, donc soyons unis, gens de combat, et chassons les séparatistes de notre société. Oui, ils sont nos enfants. Nous sommes prêts à les accueillir dans notre ville comme de bons garçons et de bonnes filles pour que nous puissions collaborer ensemble et pas ce genre d'activité. Les écoles avaient déjà été une cible dans un passé récent, mais n'avaient jamais connu un massacre d'une telle ampleur. Mi-mai, un enseignant de l'université de Bamenda au nord-ouest avait notamment été abattu par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG Human Rights Watch. Peut-être un nouvel espoir dans la négociation sur la construction du barrage du Nil. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont prévu ce mardi une réunion consacrée à l'infrastructure. Ces 3 États sont divisés depuis plusieurs années sur la construction de l'ouvrage. Reportage. Le projet du grand barrage de la Renaissance lancé en 2011 par l'Éthiopie suscite des tensions en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants
qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Les ministères des Affaires étrangères et de l'irrigation des 3 pays doivent se réunir par visioconférence afin de reprendre les négociations tripartites sur le barrage éthiopien de la Renaissance à l'invitation de l'Afrique du Sud qui préside l'Union africaine, parrain des pourparlers, selon un communiqué ministériel. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué cette initiative. Les discussions étaient suspendues depuis août en raison de désaccords persistants entre les 3 capitales. La principale pierre d'achoppement concerne les modalités de remplissage du réservoir du barrage. L'Éthiopie a annoncé le 21 juin avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année. Les tensions s'étaient exacerbées cet été de façon inédite, l'Égypte ayant adressé en juin ses griefs concernant l'installation hydroélectrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Caire et Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord, notamment sur la gestion du barrage. Addis Abeba, qui juge l'ouvrage essentiel à son développement, y est réticente. Outre le parrainage de l'Union africaine, les discussions sont également suivies par l'Union européenne, le Fonds monétaire international, les États-Unis et la Banque mondiale. Boko Haram poursuit son carnage au Nigeria. Des membres présumés du groupe djihadiste ont tué 8 agriculteurs dans le nord-est du pays. Leur mode opératoire est fortement décrié par les populations. Les détails. Les agriculteurs travaillaient ce dimanche dans leurs champs dans le village de Moranti, non loin de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, lorsque les assaillants les ont attaqués et leur ont tranché la gorge. Les communautés locales ont formé des milices civiles engagées aux côtés de l'armée pour combattre les djihadistes qui multiplient les attaques dans cette région du Nigeria depuis plus de 10 ans. Les attaquants ont utilisé des couteaux pour tuer ces 8 fermiers et non des armes à feu pour éviter d'attirer l'attention, a dit le responsable de la milice locale. Les témoins ont affirmé que les attaquants étaient des membres du groupe Boko Haram. Mi-octobre, 14 agriculteurs avaient été tués par des djihadistes présumés alors qu'ils travaillaient dans leurs champs dans un village situé à 14 km de Maiduguri. 3 bases militaires ont également été attaquées par des djihadistes ce week-end dans le Borno et l'état voisin de Yobe. Ces attaques ont été lancées par la faction dissidente et rivale de Boko Haram, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, mais les djihadistes ont été repoussés, ont affirmé des sources sécuritaires et des habitants. Plus de 36 000 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, où plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le gouvernement guinéen fait état de plus de 240 interpellations lors de violences post-électorales qui ont suivi la réélection contestée du président sortant Alpha Condé et qui ont fait au moins 27 morts selon l'opposition et une dizaine selon les autorités guinéennes. Nous écoutons pour plus de précision le ministre guinéen de la Justice et celui de la Sécurité. Pratiquement pour la ville de Conakry et à l'intérieur du pays, à 243 cas d'interpellation pour infractions diverses, telles qu'annoncées tout à l'heure, et en majorité des infractions d'ordre criminel. Ce ne sont pas de simples délits qui se commettent, mais ce sont des cas avérés de scènes criminelles savamment et préalablement programmées pour ternir l'image de marque des institutions de l'État. Ce ne sont pas des policiers, ni des gendarmes, ni des militaires qui vont brûler les maisons des gens, qui vont brûler des boutiques ou qui tirent, qui se mettent en embuscade comme des snipers pour tirer sur les populations. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont des civils, qui parfois mettent des uniformes militaires et qui tirent sur les populations, qui brûlent les boutiques. Et vous avez au moins un agent dans l'unité, dans chaque unité, qui reste en retrait, qui a une arme à feu, pour intervenir dans l'hypothèse où dans la foule des manifestants, il y aurait un danger d'une autre personne qui a une arme à feu ou si un élément se trouverait en danger de mort. Ça n'existe pas dans notre dispositif, c'est interdit, il n'y a aucun agent muni d'une arme à feu dans les unités de maintien d'ordre. En Libye, 2 petits groupes de manifestants ont brûlé le drapeau français et les portraits d'Emmanuel Macron lors d'une manifestation dans la capitale Tripoli, suite à la promesse du président français que le pays continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet.
Des manifestations et appels au boycott des produits français se sont multipliés dans le monde musulman après les propos du président français Emmanuel Macron qui a promis que son pays continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris dimanche à son homologue français, mettant en doute sa santé mentale, répétant en substance ses propos de la veille. La France a appelé dimanche soir les gouvernements des pays concernés à faire cesser les appels au boycott de produits français et à manifester provenant d'une minorité radicale, leur demandant aussi d'assurer la sécurité des Français vivant sur leur sol. Samedi, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambassade de France en Israël. Et dans la bande de Gaza, des manifestants ont brûlé des photos du président français. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le Royaume condamnait vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète, dénonçant des actes qui reflètent l'immaturité de leurs auteurs et affirmant que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté et les croyances des autres. En Libye, des petits groupes se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes et des internautes avaient appelé à manifester dimanche sur la grande place des Martyrs à Tripoli. Mais moins de 70 personnes y ont répondu, dont des femmes et des enfants. En Jordanie voisine, le ministre des Affaires islamiques, Mohamed Al-Khalaïleh, a estimé que offenser les prophètes ne relevait pas de la liberté personnelle, mais d'un crime qui encourage la violence. Au Liban, la manifestation prévue devant l'ambassade de France dimanche n'a, comme la veille, attiré personne, à part des dizaines de soldats et de forces anti-émeutes. En Irak, Rabah Allah, dernière née des factions armées pro-Iran et la plus puissante, a affirmé être prête à répliquer sans autre détail après ce qu'elle a qualifié d'insulte à 1,5 milliard de personnes. Les pro-Iran en Irak ont récemment incendié une télévision pour insulte à l'islam ainsi que le siège d'un parti kurde à Bagdad. C'est sur cette information que nous sommes ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.